Il y a 18 participants. Et oui, et ben, on va être quasiment complet. Il nous en manque encore une ou deux, mais je propose peut-être qu'on démarre, qu'on lance l'atelier. Ça vous va, Valentina? Allons-y. Eh ben, bienvenue à tous, bienvenue à cette rencontre EcoBiz. Donc, vraiment, juste avant de démarrer, deux petits mots pour vraiment remercier Empreinte Humaine. Empreinte Humaine est un partenaire de longue date, hein, du réseau EcoBiz. Et on a eu vraiment, à chaque fois, beaucoup de plaisir à co-organiser des événements ensemble. Pour ceux qui étaient présents à nos vœux EcoBiz, on a eu l'honneur d'avoir Christophe Nguyen, hein, c'est au début d'année, avec le cabinet Empreinte Humaine sur un événement sur la santé mentale en entreprise. Et puis, on recollabore sur ce mois de mars avec Valentina Urestieta. Merci beaucoup, Valentina, d'être avec nous. On a l'honneur aussi de vous avoir ce matin pour cette visio. Donc, on va parler de risques psychosociaux et comment on garantit l'efficacité d'une démarche de prévention. Donc, on vous en dira un petit peu plus tout à l'heure. Donc, merci de vous avoir adapté, hein. C'est vrai que pour mobiliser le plus grand nombre d'entre vous, on a basculé aussi cet atelier en visio conférence. Donc, voilà, on a réussi comme ça à mobiliser un petit peu plus d'adhérents EcoBiz. Donc, si ça vous va, on enregistre cette visioconférence pour que vous puissiez derrière la réexploiter si vous le souhaitez. Donc, est-ce que ça convient à tout le monde? Qui nous dit mot consent. Voilà, parfait. Très, très bien. Et ben, je vous laisse la parole, Valentina. Merci encore d'être avec nous pour animer cet atelier. Donc, on va être ensemble jusqu'à 12h30. Donc, comme je vous l'avais dit, hein, ça va être un atelier interactif. Donc, voilà, je vois que vous êtes tous, on va dire, majoritairement derrière un bureau. Donc, ça va être parfait. Vous pouvez aussi ouvrir votre caméra pour que ça soit un peu plus humain et qu'on rende cette rencontre un peu plus sympathique. Sauf si évidemment vous avez vraiment des gros problèmes de connexion, mais voilà, n'hésitez pas quand même à montrer votre visage pour plus de sympathie. Et ben, bon atelier à tous et puis je vous laisse la parole, Valentina. Bonjour, merci beaucoup. Ceux qui se sont connectés sur Klaxoon ou ont des problèmes à se connecter, n'hésitez pas à nous dire dans la conversation. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, je pense que oui. Pour me présenter très rapidement, Valentine Orestieta, je suis psychologue clinicienne du travail depuis une vingtaine d'années. Au Venezuela, d'où je viens, et 13 ans ici en France. Et je fais partie d'Empreinte Humaine en tant que directrice du pôle conseil, diagnostic et formation qui s'appelle YouWork. Et je m'en charge également du déploiement à l'international. Donc, comment mener une démarche efficace des risques psychosociaux du Japon jusqu'au Brésil? Quelles sont les jurisprudences? Quel est les benchmarks? Quel est le mapping culturel? Donc, si vous êtes intéressé à avoir un petit comparatif des pays, avec plaisir. On va se concentrer peut-être sur la France et peut-être un modèle qui est assez un modèle international, pas plus international que l'Organisation mondiale de la santé, sur une démarche efficace, mais on peut échanger sur les sujets. On est dans un atelier. Les monologues, vous savez, ce qu'on parle d'une communication uniquement d'une seule personne, c'est que très habituellement, est-ce qu'on retient dans les meilleures conditions, c'est 20%. Donc, je vais pas me lancer dans des monologues parce que je sais ce que vous allez retenir, c'est maxi 20% ce que je veux dire. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse échanger ensemble, qu'on puisse discuter. On va faire de petits sous-groupes avec des ateliers klaxon pour qu'on puisse se poser sur les sujets. Je connais pas avec Violaine. Elle m'a partagé un petit peu vos profils. Je connais pas vraiment quelles sont peut-être vos attentes sur les sujets, mais on peut les aborder au fur et à mesure que nous échangeons. Voilà, merci à ceux et celles qui allument la caméra. C'est très bien de ne pas me sentir dans une émission de radio. On va y aller. Alors, dans le programme, ce qu'on vous propose, c'est peut-être faire une phase introductive. C'est quoi, il faut qu'on comprenne un petit peu avant de dire c'est quoi une démarche efficace des RPS, comprendre les transformations au travail. Quel est le contexte? Ça veut dire quoi un travail sain à notre époque? Quels sont les enjeux? Comment agir? Quelles sont les pratiques d'entreprise, du management et des individus pour pouvoir se placer en dernier sur un plan d'action plutôt efficace. Une fois qu'on a tous
tous ces, on va dire, cette étape préliminaire, on peut avoir les outils, on va dire, pour se poser des questions sur qu'est-ce qu'on entend par plan d'action efficace des risques psychosociaux au sein de l'entreprise. Là, on va vous parler, comme je vous disais, les 3 niveaux de prévention, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui l'établit, qui le met en place. C'est pour nous un des modèles pour comprendre l'herpès et mettre en place une démarche. C'est la plus cohérente. Quels sont les facteurs de succès, d'échec? Qu'est-ce que j'ai vu dans des entreprises qui a très, très bien marché, d'autres qui ont moins marché? Et de quoi vous pouvez vous servir pour pouvoir avoir une lecture de l'entreprise, de l'organisation et de votre périmètre. Si vous avez d'autres attentes, n'hésitez pas à lever la main. Comme vous êtes plusieurs, je vous invite à lever la main. Dans les outils que vous voyez, vous avez une barre à outils et vous avez levé la main, vous avez la partie questions et vous avez la partie conversation pour qu'on puisse avec plaisir échanger. Alors, ça vous va? Tout le monde, on y va? N'hésitez pas à poser vos questions aussi dans le chat, comme ça, voilà, moi je les reposerai à Valentina si elle, quand elle est en train de présenter ses slides. Et si vous avez pas vos jus d'orange, vos cafés, vos thés, je vous invite à être un petit peu multitasking dans les prochaines 3 minutes pour aller les chercher et boire un café ensemble ou un thé. Alors, avant de comprendre les transformations au travail et que je vous explique un petit peu quelles sont les remontées terrain des pourquoi parler de risques psychosociaux aujourd'hui, je vous propose directement d'aller sur Klaxoon. Est-ce que tout le monde a pu se connecter? Sinon, je vais repartager le lien. Et est-ce que je peux? Donc, il faut que je repartage mon écran. Alors, Ecobiz, partagez. Isabelle, vous êtes bien là. Je vais vous tutoyer, vous voyez en même temps. C'est les fragnols qui rentrent. Je vous prie de m'en excuser. C'est pas par manque de respect. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Klaxoon, je vous partage mon écran, mais normalement, vous devez voir dans votre écran, dans votre page Internet Klaxoon, la même chose que moi. Peut-être faire un petit travail individuel. C'est quoi pour vous un travail sain et quels sont les enjeux actuels liés à la santé mentale au travail? Comment vous pouvez faire ça? Si vous voyez ma petite main, vous allez aller sur le petit plus, vous allez mettre votre idée et vous allez l'envoyer sur le bouton bleu. Une fois que vous êtes dans votre post-it, vous pouvez cliquer les post-it et les glisser. Vous voyez, vous pouvez les glisser, les mettre dans la colonne dont ça appartient à votre réponse. Un post-it par question, ça peut être bien pour démarrer nos échanges. Ça vous va quelques secondes? C'est quoi pour vous un travail sain? Qu'est-ce que ça veut dire? Et quels sont les enjeux actuels liés à la santé mentale au travail? S'il y a des personnes qui ont des problèmes, n'hésitez pas sur le chat. Alors, qu'est-ce que je vois? Effectivement, l'équilibre des vies pro et perso, il y a 20 ans, on ne se posait pas trop la question. Effectivement, c'était un enjeu. Mais aujourd'hui, il est de plus en plus important pour les personnes avoir un vrai équilibre vie personnelle, vie professionnelle. On entend très souvent, et ce que je constate aussi, c'est que je constate deux phénomènes. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Je constate, surtout après les Covid, un phénomène qui sont paradoxaux entre eux. Le premier, c'est l'individualisation. On a de plus en plus besoin qu'on prenne en compte mes besoins individuels, d'organisation individuelle, mon équilibre personnel et professionnel. Et de l'autre côté, je vois un autre phénomène parallèle qui est le fort besoin pas d'individualisation, mais d'humanisation du travail.
On parle énormément, on passe la journée à parler, à avoir des réunions, mais on est paradoxalement dans un travail qui est surcollaboratif, dont tout le monde est impliqué, mais moins dans l'humanisation. On est très axé sur le travail, très axé sur les objectifs, dans la surcollaboration, mais sans pour autant l'humaniser. Alors, qu'est-ce que vous me dites? C'est sentir écouté, valoriser, la reconnaissance, la valorisation, c'est les premières leviers, c'est un des leviers des performances, effectivement, quand je vais les liker. Si vous êtes d'accord avec d'autres post-it, vous pouvez les liker aussi au lieu de refaire le post-it. Hein. Vous pouvez cliquer sur le post-it et vous avez une barre outils. Donc, il y a un petit cœur. Donc, la reconnaissance et quand on fait des évaluations des risques psychosociaux au sein des organisations, il y a deux choses qui rentrent. La question de la charge de travail, c'est la première chose aujourd'hui, et la question de la reconnaissance. On a besoin de se sentir écouté, valorisé, reconnu. Effectivement, la reconnaissance financière est un levier, mais c'est pas le seul. Les gens ont besoin d'avoir de la reconnaissance ascendante, descendante et circulaire. Aujourd'hui, il y a Gallup qui a fait une dernière recherche sur la question de la reconnaissance. Ils se disent que les nouvelles générations, notamment, ont vraiment besoin de la reconnaissance entre pairs. Relations positives, écoute, entraide d'équipe, autonomie, un travail qui n'est pas dommageable pour la santé. Effectivement, le travail n'est pas mauvais pour la santé. Ce sont les conditions de travail qui peuvent engendrer un impact négatif sur la santé. Une charge de travail adaptée, bien-être au travail, ça veut dire quoi? Des relations interpersonnelles bienveillantes, l'employé se sent respecté, écouté. C'est très axé aussi sur l'humain, vous voyez, ces grands besoins de réhumaniser le travail. Beaucoup sur les relations interpersonnelles. Il y a une question sur la charge, mais il y a, par exemple, je vois pas avoir les outils adaptés, comprendre le rôle, qu'est-ce que je dois faire. Ça en fait partie, mais les premières choses qui vous sont venues dans l'esprit, c'est justement ce que je vous disais, c'est ces grands besoins de réhumaniser les travails. Donc, quels sont les enjeux actuels? Pour vous, effectivement, la charge de travail, l'efficacité et les plaisirs, ce sont des enjeux. Les pressions pour atteindre des objectifs, des performances élevées, oui, avec moins de ressources, la question de l'absentéisme, la notion de productivité ou la surproductivité, parce que la productivité n'est pas un enjeu en soi, je dirais. Vous me dites, vous levez la main hein, si vous souhaitez donner votre avis, mais c'est la question de l'enjeu pour y arriver. Et la notion, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est dans un monde tellement rapide dans l'organisation du travail, on va tellement vite qu'on rentre dans une sorte d'automatisme et on ne se rend pas compte qu'est-ce qui se passe dans la journée qui peut être efficace et fluide. Et donc, très souvent, quand on fait le bilan de notre fin de journée de travail, on se dit « Waouh, je suis fatiguée, mais j'ai pas été si utile que ça. J'étais très occupée, mais pas si utile que ça. » Donc, la notion de productivité est un vrai enjeu pour y parvenir. Les collectifs de travail, les effets de l'isolement, effectivement, l'absence des pratiques claires, tout à fait. Un cadre pour s'épanouir. Un cadre pour s'épanouir. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Un management bienveillant, ça fait partie aussi d'avoir un travail sain. Merci de vos idées. Je vais revenir sur ma présentation pour vous partager un petit peu un résumé. Vous avez bien dit tout ce que je vais dire là, hein, mais pour comprendre aussi d'où on vient, quelles sont les transformations dans le monde du travail. Il y a aussi, on a constaté, notamment après les Covid, que l'organisation de travail est aujourd'hui sous un nouveau paradigme. Et on est dans une organisation de plus en plus hybride. Voilà la preuve aujourd'hui, ce matin, nous ensemble. On est dans une accélération du rythme de travail. C'est faire plus vite. Mais est-ce que c'est faire plus efficace? C'est faire plus, mais est-ce que c'est pour autant de faire mieux? La surcollaboration, après la pandémie, on a constaté qu'on a augmenté de 13% le nombre de réunions.
trop de réunions, trop de mails impliqués, l'infobésité, on a des canaux de communication qui sont multiples. On nous fait faire des PPT des 50 pages alors que personne ne va lire les 40 dernières, par exemple. Et on est dans une question d'infobésité où on a la sensation de s'y perdre. Il y a les enjeux de globalisation également. On est de plus en plus multinationales. Il y a la pression des marchés, toujours se dépasser à moindre coût. La permanence des changements. La seule chose qui ne change pas aujourd'hui dans le monde des entreprises, c'est le changement. Et on nous demande d'être agile, de s'adapter constamment, alors que l'être humain a survécu et a évolué tout en cherchant de la stabilité. Mais on nous demande d'être agile. On dirait que ça va à l'encontre de notre recherche de stabilité. Donc, on est dans un monde de travail qui peut être assez instable, qui peut être assez rapide, et il y a une pression sur les conditions de travail et la rémunération également. Sans parler aussi sur les enjeux, je ne sais pas s'il y a 20 ans, vous allez me dire, si on parle trop sur la différence générationnelle. Alors qu'aujourd'hui, quand je pose la question au manager, quels sont vos enjeux en matière de management? Une des choses, c'était quand j'embauche des nouvelles personnes qui sont assez jeunes, j'ai le sentiment que les valeurs de travail sont complètement différentes, que la vision des performances, des suivis du management est assez différente. Et ça peut entraîner un impact dans la relation si les espaces de dialogue ne sont pas là. Toujours techno. Toujours travail. Donc, on a augmenté la messagerie, en tout cas la consommation de nos mails, et on devient de plus en plus, on va dire, dépendant des mails. Si dans les prochaines 20 minutes, on n'a pas d'email qui coule, on a la sensation que soit l'outil a eu un bug, l'outil de mail, ou a quelque chose qui se passe. Donc, on est dans une baisse, on va dire, de sens. On est dans une quête d'essence assez profonde. Les compétences des technologies de communication dans tous les emplois, la question des multilingues aussi. Je vous donne un exemple très concret. J'étais en Espagne avec une entreprise industrielle qui me disait Valentina, aujourd'hui, j'ai un problème in RH. Aujourd'hui, j'ai un problème parce que j'ai des commerciaux qui étaient toujours, qui sont des très bons commerciaux, mais aujourd'hui, l'entreprise est devenue a ouvert son champ international et ils sont vraiment du mal aussi avec les compétences technologiques et les compétences aussi des langues. Qu'est-ce qu'on fait pour faire face à ces enjeux de transformation, à ces enjeux de performance, tout ce que je vous dis sur les personnes et sur les individus, comment les impliquer, comment les accompagner quelque part. Et il y a 20 ans, on ne parle pas de technostress, aujourd'hui on parle davantage. Je ne sais pas si ça vous arrive, tous les logiciels qui nous servent normalement à faire du reporting, à avoir la visibilité sur l'entreprise, etc. Il y en a tellement qu'on a, par exemple, on s'y perd dedans. Vous me dites si vous êtes d'accord avec tout ça. Conflit d'éducation plutôt que conflit générationnel. Alexis, peut-être vous avez raison. Vous allez avoir la présentation effectivement. J'ai besoin d'un timekeeper parce que je peux très vite partir en atelier. Violaine, n'hésitez pas à me dire une quinzaine de minutes avant pour qu'on puisse être autonome. Il y a les 5 générations en entreprise et qui est très intéressant. Je ne vais pas parcourir m'arrêter énormément sur les sujets, mais c'est très intéressant comment, comme je vous disais, il y a quelqu'un qui disait, c'est peut-être pas un conflit des générations, mais un conflit d'éducation. C'est sûrement, ça rentre, effectivement, mais on voit qu'il y a des attentes qui sont complètement différentes des unes des autres. Et on est aujourd'hui qui sont des attentes qui sont changeantes, qui évoluent. Avant, on parlait de mon bulletin de paye, ma satisfaction, ma relation avec mon patron. C'est pas mon manager, mais c'est mon patron, mon entretien annuel. Donc, c'était éducation, travail, retraite. Alors qu'aujourd'hui, on a élargi nos champs d'attente. Le travail, on a pris conscience que le travail fait tout
tout aussi partie de ma vie comme les autres rôles, les autres sujets, la vie personnelle, la vie sociale, etc. Donc, mes attentes, c'est mon salaire, mais aussi ma mission. Concrètement, qu'est-ce que vous attendez de moi et comment je m'épanouis dans ces missions. Dans cette mission, il y a quelqu'un qui parlait de s'épanouir. Comment je me développe pas uniquement sur ma carrière, mais aussi mes compétences de bien-être et social au sein d'une entreprise. Je parle plus de mon patron, je parle de mon coach. On a des attentes d'écoute, de valorisation, de reconnaissance, d'accompagnement, de feedback aussi. Que ce soit un leader en santé mentale au travail également. Donc, avant, on parlait dans l'entretien annuel plutôt de mes faiblesses, qu'est-ce qui va pas. Aujourd'hui, il faut qu'on mette l'accent aussi sur mes forces, comment je peux capitaliser sur mes forces. Et c'est pas uniquement mon travail, mais c'est aussi ma vie. Comment je peux intégrer la notion de travail dans un composant équilibré de ma vie. Donc, aujourd'hui, on parle de l'éducation, de travail, mais aussi la question des loisirs qui est tout aussi importante. Je vais aussi passer un peu plus vite. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi parler des risques psychosociaux aujourd'hui? Parce que pas uniquement sur adresser les transformations dans le monde du travail, c'est que il y a un enjeu de santé mentale au travail. Comme vous le savez, chez Empreinte Humaine, peut-être vous le savez pas, hein, mais on fait des baromètres depuis le Covid pour mesurer la santé mentale des salariés français. Et ça, c'est notre dernier baromètre, les résultats. 42% des salariés sont en détresse psychologique entre élevée et modérée. Ça veut dire quoi, détresse psychologique? C'est pour vous l'expliquer, un peu imagé, c'est notre capacité des pertes de ressources cognitives, émotionnelles et comportementales qui se dégradent dans les temps. Ces pertes se dégradent dans les temps. Donc avant, par exemple, si vous étiez en bien-être, équilibré, etc., en bonne santé, peut-être les petits problèmes, les petites situations ou complexités, vous sentez que vous pouviez gérer, que vous aviez les ressources, que vous arrêtez pas sur les problèmes, ou c'était un petit peu plus actif pour relativiser, prendre la distance, etc. Alors que quand on rentre dans un cycle de détresse psychologique, ces petits problèmes deviennent de plus en plus grands, deviennent de plus en plus difficiles pour prendre ses distances, pour pouvoir le résoudre, pour pouvoir demander de l'aide, par exemple. Et 11% sont un risque de burn-out sévère. On n'a pas posé la question est-ce que vous êtes en burn-out ou pas, parce que c'est très subjectif. Par contre, on a fait passer une évaluation des détresses psychologiques et des burn-out. Et 11%, c'est quand même assez important. Un risque de burn-out sévère, les burn-out sévères, c'est vous me dites si vous avez des questions sur ce que c'est, mais les burn-out sévères, il n'y a pas des points de retour. Les gens ne reviennent plus comme avant. Ce sont au moins 3 ans de prise en charge médicale, psychologique, etc., pour pouvoir reprendre un petit peu de l'énergie qu'ils avaient avant. Et vous avez parlé de l'absentéisme. Il y a des arrêts maladie qui sont assez importants et dont pour cause des risques psychosociaux au travail. Il y a une multitude de difficultés dans l'environnement de travail. Il y a des personnes qui nous disent leur manque de temps. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quels sont les obstacles, en tout cas, pour faire un bon travail aujourd'hui? C'est le manque de temps, être dérangé par des sollicitations imprévues, les demandes pas claires ou des informations qui sont contradictoires, les outils de travail qui ne fonctionnent pas, qui sont inadéquats, le manque de retour sur le travail que je fais, donc la question de reconnaissance, la question de feedback qui est très important, et le manque d'anticipation dans la réalisation d'une tâche. Donc, ce sont les top 6 d'obstacles, on va dire, pour faire un travail de qualité qu'on rencontre en France, en tout cas que les salariés français nous en fait part. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous rencontrez ces problématiques? Oui, comment se collecter ces données? C'est avec OpinionWay. C'est une enquête auprès de 2000 salariés qui ont fait aujourd'hui une fois par an.
Et on les fait par secteur d'activité. On a une segmentation, on va dire, assez étalée. Comment connaître la part liée au travail? Ce que je vous explique, peut-être Delphine, c'est une question que tu posais sur quelque chose que je disais avant, mais ça, ce sont clairement des obstacles en lien avec le travail. Est-ce que c'est un retour normal à son ancien mode de vie habituel qui définit un burn-out sévère? Pas que. Le burn-out sévère, c'est un shutdown complet. Imaginez que vous êtes à la plage et que vous êtes avec votre téléphone, il fait très chaud et votre téléphone s'éteint tout d'un coup. C'est un process de stress chronique avec des signaux que les personnes à risque de burn-out ont tendance à banaliser parce qu'il y a plusieurs critères. Il y a les personnes à risque de burn-out sont en déni de leurs propres symptômes. Ils peuvent être épuisés avec manque de sommeil, avec de la psychosomatisation, des signes du corps qui viennent et qui disent « Attention, il faut que tu fasses quelque chose parce que tu peux pas avoir de la cortisol tout le temps. Au bout d'un moment, tes ressources vont s'épuiser. » Donc, il y a les burn-out sévères, même tout niveau de burn-out. J'ai vu très rarement une personne revenir d'un burn-out léger ou sévère à la même entreprise, le même poste et les mêmes rythmes. Parce que déjà, c'est un stress post-traumatique qui peut se développer. Un burn-out n'est pas un coup de stress. Hein. Ça peut être traumatisant pour la personne. Donc, revenir sur les mêmes conditions, revenir sur les mêmes postes, c'est assez traumatisant. Il y a un changement de vie. Et on dépense plus la même énergie qu'on dépensait. J'ai envie de dire, entre parenthèses, tant mieux, parce qu'on ne peut pas dépenser autant d'énergie au détriment des soi. Hein. Il faut se poser des limites. Il y a aussi la culpabilité liée au burn-out, mais on pourra en parler après parce que sinon je vais m'étaler sur les burn-out, mais je laisse ces questions sur les burn-out pour la fin, si vous voulez bien. Je vous les laisse dans la présentation. Ce sont les chiffres monde. Qu'est-ce qu'ils disent sur la santé mentale au travail? Mais pour vous dire que il y a quand même un enjeu et je les vois depuis début 2025 dans toutes mes interventions que j'ai fait au Centre d'empreinte humaine ou autres, dans des collègues psychologues du travail, etc. Je perçois une dégradation de la santé mentale. Je vois effectivement des personnes qui se construisent, qui sont davantage sensibilisées, mais je vois beaucoup des RH, par exemple, qui sont assez inquiets des cas de détresse psychologique sévère. Donc, il faut attaquer ces problèmes et on va en parler. Vous avez dit, je vais pas m'étaler là-dessus. Ce sont plusieurs chercheurs qui les disent. Que signifie avoir un travail sain à notre époque? C'est le respect, la considération, la reconnaissance. C'est l'essence au travail. C'est un des aspects primordiaux. Et ici en France, par rapport à, si je peux vous faire un petit peu de benchmark des pratiques internationales, le sens c'est fait par le dialogue. En France, on a un grand besoin de dialoguer, d'échanger, de comprendre, qu'ils nous disent, que je puisse verbaliser aussi, que je puisse poser mes interrogations. Dans d'autres pays aussi, mais très particulièrement la culture, d'un point de vue très naïf et étrangère, hein, vous me dites si je me trompe pas, mais ça s'est fait beaucoup à la machine à café, ça s'est fait beaucoup dans les échanges informels, qui s'est fortement perdu, notamment avec les Covid, avec ces systèmes hybrides, mais il y a un grand besoin de compréhension du sens, à quoi mon travail apporte. Si je vis une transformation, quel est le sens de cette transformation? Et ça s'est fait par le dialogue. Il y a dans d'autres pays que, si tu m'expliques un PPT des 3 pages, voilà, pam, pam, c'est que l'essence, c'est très bien, je suis conforme avec ça. Mais en France, il y a véritablement besoin d'échanger, de dialoguer. Ce qui est très bien et très sain.
Il y a aussi la notion de co-responsabilité. Si je peux vous dire quelque chose tout de suite, c'est l'approche empreinte humaine quand on aborde les sujets de sécurité psychologique au travail, c'est la notion de co-responsabilité. Si vous allez entamer une démarche de prévention, c'est pas que la direction qui doit faire les choses, c'est pas que la RH qui doit faire des choses, parce que parfois la responsabilité peut être portée très lourdement sur la RH, alors que c'est une notion des responsabilités partagées. Et on va voir plus tard ce que c'est. Donc, quelles sont les actions? Comment agir? Vous avez des chiffres là qui sont assez intéressants pour donner du sens. 70% de la variation entre un employé non engagé et un employé engagé est expliqué par les pratiques managériales. L'épuisement professionnel peut être expliqué aussi par les facteurs organisationnels, charge de travail, horaire, management, respect, insécurité de l'emploi. C'est pas uniquement éventuellement le profil de la personne psychologique ou sa personnalité, etc. Ce sont les facteurs organisationnels. Personne n'est épargné d'un burn-out. Certes, il y a des personnes qui peuvent être davantage plus à risque que d'autres, mais c'est surtout les conditions de travail qui peuvent la mettre en danger. Et peut être expliqué aussi effectivement par des facteurs individuels, des problèmes de santé, tension familiale, conflit travail-famille. Il y a quelqu'un qui me disait, est-ce que c'est uniquement en lien avec le travail? Mais quand des situations d'ordre personnel se mélangent, c'est la recette pour épuiser toutes ces ressources. Donc, l'idée, si je peux vous donner un schéma au-delà de 3 niveaux de prévention en matière de guidelines, on va dire, sur une démarche RPS, moi, je trouve que celle-ci est très, très simple. Et c'est poser la question et structurer une démarche sur 3 niveaux. Qu'est-ce que peut faire l'entreprise? Donc, mon entreprise en santé, quelles sont les pratiques de management qui sont saines? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Qu'est-ce qu'on attend? Parce que le manager est un relais tout aussi comme les autres. Et mon travail sain. Dans cette notion de co-responsabilité, moi, en tant qu'individu, j'ai les devoirs déjà de me poser la question, comment je peux faire? Dans mon influence et dans l'influence que je peux avoir dans mon travail, qu'est-ce que je peux faire pour qu'à la fin de la journée, je puisse me dire, j'ai eu une journée efficace, j'étais satisfait par certains endroits, j'ai la capacité de parler avec mon manager ou pas. Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour ma propre santé mentale au travail, au-delà des séances de sophrologie, parce que c'est très bien de respirer par les ventres, mais si on attaque pas les causes racines en lien avec le travail, les process, les rôles, le contenu du travail, les travails collaboratifs, etc., on va continuer à être exposé à des risques. Mes pratiques managériales et mon entreprise en santé au niveau de l'organisation, le processus décisionnel, comment est-ce que l'entreprise dans son stratégie business, peut ajouter aussi la notion de bien-être au travail, parce que la notion de performance et santé mentale vont de la main. Si je ne suis pas en bonne santé, l'entreprise n'est pas en bonne santé financière. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que là, je commence à avoir les 20% de votre rétention, ce que vous retenez. Donc, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Sandrine, oui, mais c'est très très bien la sophrologie, et c'est très bien aussi la question de se poser sur le bien-être, sur les process décisionnels, la clarté des rôles, mais ce sont complémentaires, ce sont des activités, ce sont des stratégies individuelles qui doivent être qui doivent être complémentaires. Une ne peut pas aller sur l'autre, à mon sens. Donc, mon entreprise saine, n'hésitez pas, je vous donne quelques benchmarks, quelques recommandations, mais à vous de me dire qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous avez vu qui peut se mettre en place ou autre. Donc, mon entreprise saine, quels sont les exemples? J'agis très rapidement pour corriger les problèmes, les situations qui affectent la santé psychologique des employés. Mais attention, parce que bon, ça c'est plutôt au niveau tertiaire. J'ai fait pour vous donner un petit peu une anecdote, j'ai fait un culture map dans une entreprise française qui a des sites partout.
dans le monde. C'était une pharmaceutique. Et j'ai posé la question sur comment les leaderships prennent en compte la notion de santé mentale au travail, etc. Et j'avais plusieurs pays, plusieurs régions. Il y avait un pays que je ne vais pas vous dire pour ne pas, voilà, parce que ça parle pas du pays, mais ça parle des pratiques de leadership. Quelles sont vos pratiques sur le bien-être au travail? Effectivement, on a des pratiques centrées sur les CEAP, donc la ligne d'écoute psychologique, des permanences psychologiques sur site, etc., ce qui est très, très bien. Et comment vous abordez la notion? On est là en phase de crise. On a eu un suicide dans un site et on s'est mobilisé très rapidement, on a agi, on est allé sur le terrain, on a fait des conférences, des sensibilisations, etc., ce qui est très, très bien. Mais il ne faut pas agir uniquement quand le problème soulève. Ce n'est pas par l'absence de la maladie qu'on ne peut pas faire des choses. Mais il faut quand même agir rapidement. Les top management démontrent clairement son soutien sur la prévention du stress à travers son implication, son engagement. Et s'il y a un facteur de succès dans une démarche de risques psychosociaux, c'est les sponsoring du CODIR. C'est les sponsoring business, pas uniquement la RH. Qui soit impliqué, pas uniquement dans un discours, je sais ma politique de bien-être, il faut que tout le monde soit mieux, c'est aussi par la valeur de l'exemplarité. Si je mets en place, en tant que CODIR, une démarche, une charte de déconnexion, mais je t'envoie des mails, là, on sort le soir, c'est un peu contradictoire. Donc, la valeur de l'exemplarité du CODIR est essentielle. Les top management considèrent que la santé psychologique des employés est aussi importante que la performance. Il y a une belle stratégie de communication et d'information sur qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui est important, quelles sont les valeurs de l'organisation, comment les valeurs de mon entreprise collent avec les valeurs de sécurité psychologique, la notion de respect, orientation service client par exemple, la notion d'engagement, la notion de etc. Comment ça peut coller aussi, en tout cas, comment votre stratégie de bien-être au travail peut coller avec les valeurs et les fondations de l'organisation. Ils tiennent en compte qu'il faut demander les attentes des salariés. Prendre la photo, comment est-ce que les gens sont aujourd'hui en matière de sécurité psychologique, mais aussi entendre quelles sont vos attentes, de quoi vous auriez besoin pour avoir une bonne condition de travail sans que ça ne soit pas la liste au Père Noël, toujours collée à la réalité du terrain, mais il faut quand même qu'il y ait un dialogue. Il y a la participation, comme je vous disais, des consultations des employés, de leurs représentants, et implique tous les niveaux hiérarchiques. Tous les niveaux hiérarchiques. C'est pas uniquement la direction, c'est pas uniquement la responsabilité uniquement du management des proximités. Je pense qu'aujourd'hui, je pense pas, je les vois et dans les recherches aussi, dans les statistiques. Pour moi, il y a deux populations qui sont davantage à risque actuellement. Ce sont les RH, avec des injonctions paradoxales, avec une charge extrêmement importante, avec une charge émotionnelle importante aussi. Et c'est également le management des proximités qui se montre davantage à risque. On va vous inviter avec Sonia dans notre prochain baromètre. On va exposer dans 2 semaines, il me semble. On a le nouveau baromètre qui est sorti, donc l'évaluation des santé mentale des salariés, pour que vous puissiez jeter un coup d'œil sur les tendances. Les pratiques de management, il faut se poser la question, est-ce que je suis un facteur de risque ou un facteur de protection? Comment je peux influencer déjà dans ma valeur de l'exemplarité? Quand on fait, nous, des formations management sur la prévention des RPS, les gens partent en me disant, Valentina, j'ai rentré dans une formation qui est visée pour le manager, mon rôle managérial, mais j'ai l'impression que j'ai plus parlé de moi et dans ma propre santé mentale que de mon équipe. Et c'est toujours le cas. Tous ceux qui sont au service des autres, management, RH, etc., HSE, tous ceux qui sont au service des autres, on a la même consigne que dans les avions. Quand les masques d'oxygène tombent, il faut d'abord mettre sa masque soi avant d'aider une personne qui est vulnérable. Sinon, on n'aura pas les conditions physiques pour pouvoir aider l'autre. Donc, le management, pour être un leadership, un leader en bien-être, santé et performance, il faut commencer par soi. Et la valeur de l'exemplarité est importante.
Je reviens sur vos commentaires. Y a-t-il d'autres? Voilà. Victoria, il vous envoie le lien d'inscription sur le webinaire. Une fois que j'entends la question des co-responsabilités, effectivement, c'est quelque chose d'assez... j'ai plus accès. Ah ouais. C'est très important. Le management des proximités, ils sont un vrai besoin de partager ces pratiques managériales entre eux, d'avoir un espace d'écoute, d'avoir des outils de management de l'humain. Vous connaissez depuis des années, les systèmes d'évolution sont des entreprises, des experts, c'est via les managements. Donc, tu es très expert, la façon dont je vais te faire évoluer, c'est devenir manager. Mais parfois, parfois on n'a pas les compétences du management de l'humain et parfois, c'est difficile. Pour certaines personnes, c'est normal, chacun a ses compétences. Hein. Qu'on puisse se former toute la vie, mais il y a des gens qui sont naturellement inclins vers des compétences plus d'expertise, du métier et d'autres vers l'humain. C'est normal. Donc, comment on accompagne ça, c'est important. Donc, je vous donne quelques exemples. On va pas s'arrêter dessus, mais l'idée, c'est des pratiques saines de management. Comment on peut engager les autres, comment ne pas toujours reconnaître les mêmes employés, par exemple, rencontrer les employés pour comprendre la nature de leur travail, faire une tournée de son équipe. Ce qui demande énormément les salariés, c'est avoir des espaces d'échange et pas uniquement comment vas-tu et voilà, c'est parler du travail. Parler de la complexité du travail, qu'on m'accompagne pour y parvenir, que le manager puisse réguler rapidement les tensions, que les managers puissent être là pour pouvoir me conseiller, m'orienter. C'est très important. Qu'on puisse, combien de personnes m'ont dit dans un diagnostic ou dans une formation, tu sais, Valentina, j'en veux mon manager parce qu'il m'a jamais rien dit quand ça va pas que quand ça a explosé. Donc, dire quand ça va pas est tout aussi essentiel de dire quand ça va bien. C'est très important de faire grandir et avoir le courage pour dire des manières bienveillantes et toujours dans le respect. Qu'est-ce qu'on attend de l'autre et dans la curiosité de comprendre pourquoi la personne n'est pas parvenue aux objectifs ou à la tâche qu'on s'était fait. Valentina? Oui. Excusez-moi, il y a Muriel qui demande si vous pouviez revenir sur la définition du climat de sécurité psychologique. Peut-être qu'on y reviendra peut-être après. Je ne sais pas si c'est le moment ou si... En fait, le climat, on peut revenir après quand on va parler des différents, quand on va parler de la démarche de prévention, si ça vous va. Mais c'est en fait les climats. Pour vous faire une petite introduction, le climat de sécurité psychologique, c'est tout ce qu'on vient de dire. Comment le leadership et ça rapproche très étroitement avec les directives de l'ISO 40003, 40003, hein. 45003, pardon. 45003. Sur la santé mentale au travail, ce sont des directives qui sont en lien avec la sécurité psychologique. Comment le leadership se positionne vis-à-vis de la sécurité psychologique, quelles sont les actions, quel est le niveau d'information, quelle est la participation qu'il donne aux salariés pour pouvoir être consultés, avoir des espaces de dialogue autour de ça, comment c'est évalué, comment... voilà, il y a différentes... comment on articule les différentes actions, comment on évalue les impacts des actions. Le climat et sécurité psychologique est aussi en lien avec ça. Très souvent, et on les fait au sein des entreprises, on fait une évaluation des climats de sécurité psychologique, mais c'est pas un diagnostic des risques psychosociaux, c'est plutôt un diagnostic des actions, de l'impact des actions que vous mettez en place, comment elles s'articulent entre elles,
comment elle répond à la réalité des salariés et tout aussi en lien avec la stratégie de communication que vous avez pour pouvoir descendre ces actions-là. Et les actions ça peut être sur les 3 niveaux de prévention, comme l'implication du leadership dans la question des sécurités psychologiques. Voilà, merci Julien. 45 003, j'ai eu un blanc. Voilà, peut-être ça n'a pas répondu entièrement, mais on pourra revenir dessus, Muriel. Et les climats de sécurité psychologique, nous avons adapté une méthode de questionnaire par rapport au climat de sécurité tout court, de sécurité en entier, mais sur la question psychologique. Mais c'est très orienté stratégie, les climats de sécurité, en tout cas la méthode et l'approche. Il y a mes pratiques de travail, c'est très intéressant. J'aime beaucoup l'approche des France Saint-Hilaire, qui était une Canadienne, une Québécoise, qui s'est posé la question, quels sont les comportements de déviance positive? Qu'est-ce qui se passe au sein des organisations que dans différents services, à comparaison des autres, ça c'est pas super bien, alors qu'ils sont à peu près le même contexte. Donc, elle a découvert un schéma, un schéma de comportements qui se répètent, et elle a fait ses diagnostics, on va dire, auprès des comportements managériaux. Elle a vu quels sont les comportements qui ont une influence sur la santé, en tout cas des comportements sains au niveau management, mais aussi elle a identifié les pratiques des salariés au niveau de la collaboration, au niveau de la solidarité, soutenir son manager et ses collègues, n'est pas uniquement les collègues, n'est pas alimenter les rumeurs, la question de la responsabilisation sans pour autant culpabiliser, ce sont des pratiques qui sont assez intéressantes et que vous allez me dire, mais Valentine, avec toi, je découvre rien. Je découvre avec toi l'eau tiède, mais c'est normal parce que les pratiques de bien-être au travail, c'est des bons réflexes. Il faut juste qu'on en discute, qu'on se mette autour d'une table et qu'on puisse descendre nos attentes qui sont dans nos têtes à l'expression des actions. La plupart, 99% des cas où j'ai dû intervenir face à une situation dégradée, c'est parce que les personnes ont jamais exprimé leurs attentes vis-à-vis de la collaboration. J'ai eu, pour vous donner un exemple, je l'explique très souvent, je l'ai dit très souvent cet exemple, j'ai dû intervenir il y a quelques années, mais c'est resté dans mes expériences. J'ai dû faire un diagnostic à une situation dégradée d'une équipe qui était dans un open space. La situation était tellement dégradée qu'il y avait même des menaces de mort. Ils se cherchaient dans les parkings pour se chercher, pour avoir de la violence physique. Donc, c'était assez difficile. Donc, on est allé voir ce qui se passait. Et comme tout conflit, il faut aller chercher la source. Il faut comprendre d'où ça vient. Et en posant les questions dans les entretiens individuels, j'ai découvert que les menaces de mort sont le produit d'une fenêtre ouverte. Parce qu'il y a quelques années, dans l'open space, il y avait quelqu'un, pendant l'hiver, qui laissait la fenêtre ouverte. Tout le monde crevait d'effroi, mais on lui a jamais dit explicitement, s'il te plaît, tu peux fermer, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu la réouvres? Non, on lui a fait comprendre, il fait froid quand même, mais je sais pas, toi, Claire, qu'est-ce qui se passe? Donc, on n'a jamais discuté de la situation. La personne avait un souci de santé, elle avait des bouffées de chaleur extrêmement importantes, mais on lui a jamais dit, on l'a jamais traité, et ça a évolué à des menaces de mort. Donc, l'idée, c'est d'humaniser le travail, réhumaniser le travail et d'échanger sur les attentes des uns et des autres, pas uniquement sur le travail même et le contenu du travail, mais comment y parvenir dans la collaboration. On a une question, Valentina, de Sandrine. Elle vous demande si vous avez des expériences sur des structures de travail moins classiques, type coopérative d'activité, où c'est vrai que les formes de management sont complètement différentes. Est-ce que c'est des structures dans lesquelles vous êtes intervenue?
Pas type coopérative en tant que tel, moins, mais mes collègues pourraient vous en donner des exemples davantage, mais j'ai beaucoup travaillé au secteur d'association ou des secteurs des médico-sociaux aussi, où la structure organisationnelle est complètement différente d'une structure classique management équipe. C'est très horizontal. Il y a effectivement un CA, mais c'est assez horizontal et ça peut être si les conditions sont réunies, ça peut être un bon facteur de succès. Mais là, les endroits où j'ai dû intervenir parce qu'il y avait des risques, des troubles psychosociaux, c'est parce qu'il y avait un manque profond de clarté des rôles. Je suis désolée, je vais devoir vous laisser. On a une alerte de sécurité On dans le entend. bâtiment. Je vous rejoins tout de suite. Merci Violaine. Donc, ou dans les secteurs médico-sociaux où il y a plusieurs personnes, plusieurs cadres qui exercent le rôle managérial dans la même équipe. Si on se met pas d'accord et on uniforme pas le discours, c'est un terrain fertile de conflit et de mal-être au travail. Est-ce que vous avez d'autres questions? Merci Sandrine pour être si actif. Est-ce que vous avez d'autres questions ou de commentaires? Sinon, je vous propose les freins les plus rencontrés. Sur quoi? Dans l'évaluation, une évaluation des RPS? Plusieurs. La démarche n'est pas portée par la direction. Donc, c'est isolé par la HSE ou la RH. Donc, ça fait pas partie d'une stratégie globale. Quand le dialogue social est très tendu et on n'implique pas les IRP au bon moment, ça peut être obstaculisant pour que les salariés puissent répondre, venir participer à cette évaluation. Une évaluation des RPS qui n'a pas eu de succès, c'est quand on a une démarche qui est très peu scientifique, c'est-à-dire que quand on met en place des outils sans validation scientifique, et quand on fait une démarche dans laquelle, je dirais, quand on va uniquement aller voir la souffrance. Quand on va chercher la souffrance, on peut la trouver. Mais c'est notre approche empreinte humaine. Ça doit être une démarche aussi des balances. Qu'est-ce qui va bien? Il faut mettre en lumière aussi les bonnes pratiques. Il faut aussi, dans simulation des RPS, les éléments les obstacles, c'est quand le plan d'action, on s'est mis à faire un Excel des 1000 actions. Par exemple, les dieux RP sont très effet miroir de ça. On peut s'y perdre. On a une difficulté à prioriser et on a une difficulté à responsabiliser qui fait quoi. Il n'y a pas uniquement les RH et pas uniquement les HSE. Comment chacun peut faire vivre ses plans d'action. Les a priori, bien évidemment, sont des obstacles. Et vous savez, qu'est-ce que c'est un obstacle quand c'est pas clair, la notion des risques psychosociaux? C'est quoi? Ça veut dire quoi? Je suis un RPS. Ça veut dire quoi? Allons sur Klaxoon, si vous voulez. Et on va faire... alors, attendez-moi 2 secondes, s'il vous plaît. Je vois beaucoup de flèches. Mais attendez. Hop. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que vous allez répondre à la question, mais pas tout de suite. Hein. Attendez-moi, écoute active, s'il vous plaît, à mes consignes. Vous avez 3 questions. Qu'est-ce qu'on entend des salariés pour faire référence au CRPS? C'est-à-dire, quelles sont les idées perçues, les idées reçues. Qu'est-ce qu'on dit des gens? Qu'est-ce qu'on dit des RPS?
Et c'est quoi pour vous les risques psychosociaux et la qualité de vie au travail? Ne me sorte pas le concept, hein, la définition, on peut faire copier-coller, mais si un salarié, par exemple, vient vous dire, Muriel, c'est quoi les RPS? Qu'est-ce que vous lui répondrez en 2 phrases? Voilà. C'est quoi la RPS? C'est quoi la QVT? Quelles sont les différences? Et pour ce faire, je vais vous mettre un sous-groupe et c'est chaque groupe qui va mettre un post-it par question. Donc, chaque groupe va mettre un post-it par question. L'idée, c'est discuter 5 minutes, hein, pas plus. Et choisir les mots de désignation automatique, commencer la session. J'expérimente cet outil. Donc, vous allez vous mettre un sous-groupe, s'il vous plaît, et discuter. Et les fruits de vos échanges, vous allez le mettre dans le post-it.
Me revoilà, Valentina. Mais vous... Bonjour Muriel. On est allé en sous-groupe. Ah, d'accord. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? J'arrivais pas. Je suis désolée, on a eu une alerte, un test de sécurité. On est bâtiment recevant du public, donc on a souvent des alertes et évidemment, je n'étais pas prévenue. Mais du coup, ils se sont... Ah, ça y est, tout le monde revient. Okay. Tout le monde revient. Hop. Voilà, est-ce que tout le monde est de retour? Normalement. On a les 18 normalement. Vous avez les participants dans la salle? Je vois pas les... Là, c'est écrit 18 personnes connectées. Il y a Delphine qui est présente. Sandrine. Non, mais je pense que... Aussi, ok. Ouais, je pense que tout le monde est là. Ok. Ok, tout le monde est là. Ah bah ça arrive, les caméras aussi. Super. Rebonjour. Bon, je ne sais pas avec qui vous êtes tombés. J'espère que vos échanges ont été constructifs. Vous avez passé un petit moment pour vous présenter et discuter sur le sujet. Donc, vous nous dites, qu'est-ce qu'on entend des salariés? Stress au travail, charge mentale, harcèlement aussi, c'est une question quand on parle de RPS. Trop souvent associé à du burn-out uniquement, alors que c'est pas du burn-out. En plus, on dirait que dans le monde de l'entreprise, tout est out, parce qu'il n'y a pas que le burn-out. Est-ce que vous connaissez d'autres out? Les burn-out, tout à fait. Les brown-out, exactement. Brown-out. Les burn-out, c'est l'épuisement professionnel. Les burn-out, c'est l'ennui au travail. Et c'est pas uniquement un lien avec la mise au placard. Je peux être actif, je peux produire, j'ai du travail, mais je m'ennuie profondément. Profondément. Et il y a beaucoup de cas, il y a eu beaucoup de cas de burn-out pendant les Covid aussi. Ou en tout cas, je ne sais pas si burn-out, mais beaucoup de personnes se sont posé des questions fondamentales sur qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je suis en train de faire. Ils sont changés. Il y a eu de quiet quitting où des personnes ont complètement changé des voies. Bon, tant mieux si ça les a permis de trouver un travail qui les épanouisse davantage. Et le burn-out, c'est un lien avec le manque de sens profond. Je ne trouve plus de sens à ce que je fais. C'est pas une question d'ennui, c'est pas une question d'épuisement, c'est une question de sens, de vrai sens qui m'amène à avoir des symptômes de stress, d'anxiété ou de dépression. Quelles sont les idées reçues? Faute de manager de la direction? Oui, tout à fait. Alors, la sécurité psychologique, tout le monde est acteur. Tous, nous sommes tous acteurs. Il y a de bons et mauvais stress. Oui, ce sont des idées reçues. Arrêtons de dire qu'il y a des bons, mauvais stress. J'entends beaucoup de managers dire, Valentina, oui, il y a de bons stress. Je mets mon équipe en bon stress pour qu'il soit plus performant. Non. Le stress, déjà, est vital. Ça me permet de réagir face à ces déséquilibres entre les ressources et éventuellement les contraintes. Mais il ne faut pas se dire qu'il y a de bons stress parce que chacun a son répertoire de ressources et d'expériences pour pouvoir agir face à une situation qui peut être stressante ou pas. Donc, ça dépend de la perception et des ressources de l'autre. Mais j'ai l'impression que j'ai des gens dans mon équipe. Sophie, tu dois être par là dans les équipes. Je te lis, j'ai l'impression. La responsabilité, celle de l'entreprise, effectivement, concerne les personnes fragiles. Et je vais vous dire quelque chose. Par exemple, quand on parle de burn-out, ça arrive. En tout cas, toutes les personnes que j'ai accompagnées post-burnout, ce sont des gens costauds, des chevaux de guerre, des batailles. Ce sont des gens qui, avec énormément de ressources, hyper compétents. Voilà, ce ne sont pas des gens fragiles, vulnérables. Absolument pas, absolument pas. Il faut arrêter cette idée reçue. Il n'y a pas de RPS chez nous, on n'a pas eu de burn-out. Ça, c'est clairement le cas. J'ai eu des personnes qui me disaient, des directeurs qui me disaient, Valentina, j'ai pas envie de parler du RPS parce qu'on va créer du RPS. C'est pas parce qu'on parle du feu qu'on va créer des incendies. C'est pour éventuellement les éteindre.
Les salariés se plaignent tout le temps, c'est un problème individuel, pas collectif. Oui, quand la responsabilité est uniquement individuelle, on l'a vu aussi, des entreprises qui me disent, bah, moi, effectivement, quand il y a des risques psychosociaux, je mets en place beaucoup d'actions, effectivement. Par exemple, dans ces sites, c'est une usine, hein. Dans cette usine, on a eu une transformation extrêmement difficile. Il y a eu des personnes en burn-out, de turnover, etc. Et on a fait des actions, on a mis en place. Vous avez vu la petite cabane là-bas? Bah, on l'a transformée en salle de massage. Donc, voilà, c'était le bien-être. Bon, ça c'est très bien de s'émasser, mais il faut pas l'orienter sur quelque chose d'individuel. Il faut aussi des actions stratégiques organisationnel, managérial, collectif et individuel. C'est pas uniquement la responsabilité d'individus. J'ai eu des managers qui me disent, bah, Valentina, j'ai eu des personnes qui sont très stressées, qui sont en souffrance. Bah, je suis allée, je les ai demandé d'aller faire une formation de gestion du stress. C'est très bien, il faut s'outiller. Il faut aussi aborder la question des causes racines en lien avec le travail qui peuvent être traitées. C'est quoi pour vous l'RPS? La QVCT est plus large, l'environnement, oui, focus sur une des branches, effectivement. RPS, risque précis identifié, QVCT, approche globale. On met pas, j'ai beaucoup de RH et de responsables QVT qui me disent, Valentina, qu'est-ce qu'on met en place, en fait? Je mets une démarche RPS, je mets une démarche QVT, qu'est-ce que fait? Quelle est la différence? Comment l'aborder? Est-ce que tout aborde le tout? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? En fait, les risques psychosociaux et l'approche française, les risques psychosociaux et l'approche QVCT, ce sont deux approches complémentaires. Je vais vous montrer, je vais vous donner une image. Je vais vous partager cette image. Partager l'écran, fenêtre, tac. OK. Ce sont des démarches qui sont complémentaires. En fait, elles doivent être articulées dans une même stratégie. On ne peut pas avoir une stratégie RPS et on ne peut pas avoir une stratégie QVCT. On a une stratégie de sécurité psychologique et de bien-être au travail. Quand on agit uniquement sur les risques psychosociaux, on agit sur les RPS, bah, les gens sont moins malades, ils sont moins absents, on agit sur, ils sont moins en tension. Mais quand on agit sur une approche plutôt, pas uniquement préventive, mais dans un endroit qui touche la motivation, la performance, l'engagement, on va pas uniquement agir sur que les gens soient moins stressés, mais on va agir sur la productivité, l'efficacité et le bien-être au travail. C'est pour ça que ce sont des approches complémentaires. Et il y a un lien étroit, parce que la qualité de vie au travail est un levier de performance. Donc, c'est une approche, moi, en tout cas pas moi, au sein d'Empreinte Humaine, les personnes, beaucoup de directeurs, même des grosses entreprises nous disent, Valentina, je sais comment je vais nommer ma démarche de prévention. Est-ce que je la nomme RPS? C'est trop négatif. Est-ce que je la nomme QVCT? C'est trop positif. Bah, nommez-la comme vous voulez. Mais moi, je dirais, il y a quelques semaines, j'étais avec une directrice monde d'une grosse boîte qui me posait la question et j'ai dit, bah, c'est pas à moi de vous dire comment la nommer, c'est à vos salariés aussi. Comment ils le voient, comment ils l'aperçoivent. Consultez. Quelles sont les attentes? Est-ce qu'on parle de bien-être au travail? Est-ce qu'on parle de sécurité psychologique? Est-ce qu'on parle de santé mentale? Le nom doit être effectivement en lien avec une approche complémentaire. On agit sur les sources de risque, mais on agit en prévention primordiale. On va y aller tout à l'heure. En prévention primaire, comment faire de sorte que les gens ne soient pas uniquement pas malades, mais aussi dans le bien-être au travail. Vous avez, avant de rentrer là, typiquement en France, quand on parle d'une démarche efficace des risques psychosociaux, très souvent on parle des 3 niveaux de prévention.
Et c'est les 3 niveaux de prévention de l'Organisation mondiale de santé. Vous avez après d'autres approches et je peux vous donner les liens parce que ce sont des approches assez intéressantes, les directives de l'ISO 45003, vous avez une approche uniquement centrée QVCT avec la marguerite des facteurs QVCT. Les 3 niveaux de prévention me semblent assez intéressants parce que ça aborde cette question complémentaire entre bien-être psychologique, en tout cas qualité de vie QVCT, et diminuer les sources de risque. Donc, vous avez 3 niveaux de prévention. Pour faire l'analogie avec la prévention d'incendie, c'est qu'est-ce que je peux faire pour que les feux prennent. Donc, comment je peux agir sur la source, est-ce que je peux repérer les endroits de ma maison pour voir quels sont les endroits plus exposés à éventuellement des incendies. Est-ce qu'il y a des métiers plus exposés que d'autres? Donc, est-ce qu'on fait une évaluation de risques psychosociaux et bien-être au travail? Est-ce qu'on prend en compte aussi une notion de balance, facteur de risque, facteur de protection? Comment je peux intervenir à la source de ces notions-là? J'aime beaucoup, j'aborde très souvent ce que j'appelle les causes racines des risques psychosociaux qu'on la traite au niveau primaire et au niveau primordial, que je vais vous expliquer après de quoi il s'agit. Les niveaux primaires, c'est être conscient qu'il y a plusieurs sources possibles de risques. Les sources dans lesquelles on n'a pas de l'influence, c'est-à-dire les sources socio-économiques, les Covid, les pandémies, les guerres, les contextes socio-économiques qui fait qu'on doit s'adapter. Donc, ce sont des actions parapluies, ce sont des actions protectrices face à une situation la source, je ne peux pas la changer. Je ne peux pas changer les Covid, mais je peux agir pour mieux vivre. Il y a les sources aussi, ce sont des sources socio-économiques plutôt, ce sont les sources socio-économiques mais liées à la santé financière de mon organisation. Est-ce que je dois prendre dans mon organisation des décisions stratégiques pour pouvoir m'adapter aux enjeux du marché? Donc, je dois mettre en place des transformations, des changements importants qui m'amènent à avoir en tout cas que l'expérience salariée doit être prise en compte. Je peux pas directement agir sur les enjeux de santé financière de mon organisation parce qu'il y a des enjeux en dehors de l'entreprise, en tout cas. Mais qu'est-ce que je peux faire pour que les salariés puissent mieux vivre les décisions stratégiques pour pouvoir se maintenir à flot? Comment je prends en compte le bien-être au travail et pour que les personnes puissent continuer à être performantes à la fin, hein, ça c'est pas uniquement la santé, mais aussi la performance. Et il y a les sources, il y a 4 sources. Il y a les sources qui sont inhérentes au métier, qu'on ne peut pas agir sur les causes racines. Par exemple, les infirmières en soins palliatifs qui sont en contact avec la souffrance, c'est un risque qui est inhérent au métier. On ne peut pas dire aux infirmières, écoutez, ne soyez pas en contact avec les patients. C'est un risque qui est inhérent. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas agir, mais on peut agir pour mieux vivre, pour mieux protéger ces personnes. Tous les métiers peuvent être exposés plus ou moins à des sources inhérentes à ces métiers. Les RH qui sont en contact avec, bon, on en a déjà parlé. Par exemple, il y a certains métiers qui ont des deadlines qu'on ne peut pas s'empêcher, ça en fait partie de métier, mais comment on anticipe, comment on parle, comment on fait de sorte que ça soit efficace, comment on donne des ondes de tampons, par exemple, pour que les gens puissent... Est-ce qu'on a des ondes de tampons avant de revenir sur un autre pic, un autre deadline, par exemple? Et il y a des sources de risques dans lesquelles on peut agir à la racine en tant que telle. Les process décisionnels, la manière de communiquer, le process organisationnel, des structurations, des clartés des rôles, la culture managériale, la culture de performance, toutes ces questions d'organisation en tant que telle pour faire le travail et toute la question humaine pour faire le travail également. La notion de respect, la notion d'inclusion, etc., etc. Quand il y a les feux, la prévention secondaire, on parle de l'Organisation mondiale de la santé, parle ici sur plutôt la promotion également. Pas uniquement pour gérer les situations qui sont à risque, mais est-ce que les personnes seraient outillées, formées pour agir
quand il y a un risque. Et il y a la prévention tertiaire, il y a eu le feu. Qu'est-ce qu'on fait pour prendre en charge les salariés? Comment on accompagne les retours au travail? Comment on responsabilise pas? Comment on est clair dans le rôle de chacun, y compris les managers, pour accompagner les retours au travail face à une personne qui peut être absente longtemps, par exemple. Comment on s'inscrit dans une pluridisciplinarité? Comment j'échange en tant qu'organisation RH avec l'organisation du travail, avec le médecin de travail, pardon, avec les CRP? Comment on s'inscrit dans une maille d'acteurs sous une stratégie commune? Et comment accompagner les conséquences des risques psychosociaux et évaluer les causes racines. Donc, on revient sur le primaire, évaluer les causes racines de ce qui s'est passé pour que la situation ne se répète pas. Alors, est-ce que vous avez des questions? Oui, le nom herpès paraît bien effrayant dans les organisations parce que quand on a commencé à parler des risques psychosociaux en France, malheureusement, on a commencé à parler à partir de la souffrance. Il y a déjà plus de 12-15 ans, avec la vague des suicides, France Télécom, aujourd'hui Orange, Renault, La Poste, etc. Ça a été... l'État a eu très peur et a créé tout un tas de jurisprudences pour très axer sur la souffrance. Allez voir ce qui ne va pas. C'est votre devoir employeur d'aller voir ce qui ne va pas. Et c'est votre devoir employeur d'avoir une obligation de résultat. Il faut que les gens soient en bonne santé et vous êtes responsable de la bonne santé des personnes. Quelques années plus tard, les jurisprudences ont évolué suite à différents cas. Il y a un cas que j'aime beaucoup, qui est très illustratif, un cas d'Air France, qu'un pilote a fait un stress post-traumatique suite aux attentats le 11 septembre aux États-Unis. Il ne pouvait plus monter dans un avion, c'était extrêmement difficile pour lui. Et il a amené Air France devant les juges en disant « obligation de résultat, je ne suis pas en bonne santé ». Mais Air France s'était dit « écoutez, monsieur le juge, je comprends que cette personne ne soit pas en bonne santé. En revanche, on a fait tout ce qu'il fallait pour lui donner les moyens pour que la personne puisse prendre soin d'elle. On a mis en place des cellules psychologiques, on a donné des rendez-vous avec des psychiatres. Donc, il a listé des actions très, très cohérentes par rapport à la situation de la personne, que finalement, grâce à ces cas et à plusieurs d'autres, on fait évoluer la loi aujourd'hui et on parle aujourd'hui d'une obligation de moyens renforcés. Il faut que les actions que vous mettez en place puissent être cohérentes par rapport à la situation et au risque. Si les personnes, par exemple, ont souffert il y a eu une alerte harcèlement, par exemple, il y a eu des enquêtes, effectivement, il y a une enquête, c'est une notion de moyens pour pouvoir caractériser ou pas, pour pouvoir accompagner. Mais s'il y a une enquête harcèlement s'il y a une alerte harcèlement et on va étouffer ou on va faire un team building, il faut réfléchir sur la cohérence entre la source du risque des alertes et les moyens que vous mettez en place. Très typiquement, est-ce que je vous disais tout à l'heure, on va pas c'est pas par une salle de massage qu'on va arrêter les burn-out. C'est très bien, c'est complémentaire, mais il faut agir sur les sources en tant que telles. Donc, l'herpès peut être assez négatif, mais la sécurité psychologique est très positive parce que ça me permet d'être en bonne santé et du coup d'être performant et d'être productif. Et ce sont des actions pas uniquement pour prévenir, comme je vous disais, pour prévenir les burn-out, mais pour avoir du sens, avoir de la satisfaction, avoir de la collaboration positive, etc., etc. On parle de plus en plus aujourd'hui dans une démarche structurée dans laquelle vous mettez en place des actions dans chacune des phases de prévention ou des niveaux d'intervention primaire, secondaire, tertiaire. Il y a aussi un quatrième qui c'est les points zéro. Il y a primaire, secondaire, tertiaire, mais il y a un point zéro qui est assez nouveau, que c'est la prévention primordiale. C'est en amont
de la prévention primaire. Quelle est la différence entre une prévention primaire et une prévention primordiale? Je vais vous faire une analogie déjà avec parce que la prévention primordiale, le terme vient d'une notion de santé physique. Si des personnes au sein d'un pays se posent la question sur la diabète et disent dans ces pays il y a énormément de diabète, la prévention primaire serait d'agir, d'évaluer effectivement le nombre de personnes, les secteurs, les endroits, l'âge des personnes qui ont plus de diabète, etc., pour pouvoir agir par la suite sur des manières sur l'exercice, le sport, sur la nutrition, etc. La prévention primordiale va au-delà et se demander et se pose la question, qu'est-ce qui se passe dans cette société, dans ces pays, qui amène les gens à avoir une tendance à avoir de la diabète. Donc, ce sont des questions plus en amont qu'un risque puisse éventuellement apparaître. Et quand on l'amène au niveau du travail, au niveau de la prévention primordiale, c'est avant que les risques existent. La prévention primaire vous dit, faites une évaluation des risques psychosociaux et allez voir les endroits plus vulnérables. Peut-être qu'ils ne sont pas un trouble psychosocial, mais ils sont exposés à des risques aujourd'hui. Il faut agir pour que ce risque n'ait pas un impact sur la santé et pouvoir attaquer les sources si c'est possible. En revanche, la prévention primordiale vous dit, il ne faut pas attendre d'avoir des expositions potentielles des risques, d'avoir des endroits plus propices à des incendies, mais agir sur la structure même, sur les fondations, pour faire disparaître les racines, les sources racines des risques. Par exemple, sur la charge de travail. On peut dire la prévention primaire, on va réduire la charge mentale, on va agir sur les deadlines, on va agir sur les priorités, on va agir sur la clarté des rôles, on va mettre une charte de déconnexion, etc., etc. Pour pouvoir agir pour que le risque ne devienne de trouble. La prévention primordiale se pose la question, OK, il y a une charge mentale, il y a une charge de travail, où en est-il de la conception des postes? Comment les postes sont conçus pour pouvoir éviter des risques, l'apparition des risques en tant que tel. Donc, on est plus dans la conception, on est plus dans les fondations de mon organisation. Comment est-ce que les process décisionnels sont établis pour avoir autant de... on va dire, notamment sur des cas où les personnes nous disent tout le monde est impliqué dans les décisions, on doit attendre la décision du N+4 ou on doit attendre des discussions pour prendre des décisions, donc on n'est pas autonome. Qu'est-ce qui se passe dans les process décisionnels? Y agir là-dessus. Et je vous promets que la prévention primordiale est beaucoup moins coûteuse que la prévention primaire. Parce qu'on agit dans les conceptions et dans la fondation, pas uniquement sur les potentiels risques. On va les outiller pour réguler la charge de travail. Effectivement, c'est une belle source de prévention primaire. Mais c'est au-delà de ça, c'est aller plus en amont dans la conception, dans les stratégies même du poste de travail et de la collaboration, du travail collaboratif qui peut amener à une charge de travail importante. Vous me dites si je ne m'explique pas, si je parle fragnole, n'hésitez pas, c'est un concept qui peut être assez nouveau. Vous pouvez me poser des questions avec plaisir. Donc, c'est très intéressant ces tableaux parce que ça vous donne un peu la différence. Dans la prévention primaire, c'est une curative anticipée. Je vais faire une évaluation des risques pour pouvoir anticiper et que que j'ai pas des troubles. Alors que la prévention primordiale agit sur la structure, sur la culture de l'entreprise en tant que telle. Par exemple, Delphine, tout à fait, tout à fait. Dans votre démarche je ne sais pas si vous lisez bien, vous deviez vous approcher, mais je vais vous le lire si ce n'est pas le cas. Vous m'avez posé la question, quels sont les facteurs de succès et les facteurs d'échec d'une démarche de prévention des risques psychosociaux. Vous pouvez déjà réfléchir, quelle est la stratégie? Qu'est-ce que vous souhaitez?
Est-ce que je souhaite, quelle est la guideline qui peut répondre à l'ADN de mon organisation où j'appartiens, que ce soit coopérative, association, entreprise, ou la taille, ou le secteur d'activité. Peut-être pour vous, une démarche des 3 niveaux de prévention ou les 3 niveaux de bien-être au travail, sans pour autant parler d'RPS et la souffrance, mais ce sont les 3 niveaux de sécurité psychologique. Il faut réfléchir sur ces guidelines. Quel est mon modèle pour faire comprendre la notion de bien-être au travail? Est-ce que c'est la Marguerite QVCT? Est-ce que c'est les 3 niveaux de prévention? Voilà. C'est assez intéressant de se poser les bases là-dessus avant de se faire des stratégies, des actions sans pour autant que ça soit articulé. Donc, dans les facteurs de succès, c'est très important l'implication de la direction, et je vous le disais dès le début. C'est pas uniquement l'engagement de la RH d'un département, ou l'engagement du HSE, ou l'engagement des CRP. C'est un engagement qui vient de la stratégie business, de la stratégie organisationnelle. Peut-être pas business, mais de la stratégie organisationnelle. La participation des salariés est essentielle. Si vous mettez une démarche de prévention ou une démarche de bien-être au travail, ça doit venir du terrain. Ça ne doit pas venir des experts où on pense que ça doit être mis en place. La première action, c'est qui mon sponsor, comment on peut l'articuler sur la stratégie globale et consulter les salariés. Quelles sont vos attentes en matière de communication sur le climat de sécurité psychologique, pour le coup? Quelles sont vos attentes en matière de communication, en matière de collaboration? Quelles sont vos attentes quand il y a, pour vous sentir en sécurité psychologique ici? Qu'est-ce que vous attendez de ça? Est-ce que vous attendez une culture davantage sur les speak-up parce qu'il y a peur des représailles? On peut être visé comme fragile si je dis que ça va pas, par exemple. Est-ce que j'ai des attentes sur des protocoles clairs? Est-ce que je peux lever la main et dire et je sais à qui m'adresser quand je suis témoin ou je me sens victime d'un comportement déviant, par exemple? Est-ce que les protocoles sont clairs? Est-ce que je sais à qui m'adresser? C'est très important. Diagnostic partagé avec une évaluation très objective. Nous, chez Empreinte Humaine, on a une approche scientifique qui vise à faire une évaluation des risques et du bien-être, et pas une évaluation des satisfactions ou des perceptions. On demande pas, il faut pas uniquement demander aux gens est-ce que vous êtes chargé ou pas, par exemple, mais les croisements entre je suis chargé ou pas avec les données de santé et dire qu'est-ce que ça impacte, quel est l'impact sur votre santé, sur la performance. Aussi, sur les notions positives, de dire j'ai confiance en mon management, qu'est-ce qui vous fait dire? Pourquoi c'est une question de bien-être? Quel est l'impact quotidiennement sur votre travail, sur votre sentiment de santé? Il y a un pilotage qui doit être structuré, la coordination entre divers départements, c'est très important. Peut-être vous venez des entreprises des tailles petites ou des entreprises des grandes tailles, mais je peux voir dans les facteurs d'échec que c'est assez décousu. Ce sont des sections. J'ai un responsable d'inclusion handicap, j'ai un responsable QVT, j'ai un responsable RH, j'ai un responsable HSE, chacun travaille dans son coin de manière isolée, sans avoir une démarche commune. Et laissez-moi vous dire, les salariés s'y perdent. Ils voient pas l'essence de toutes ces actions. Donc, il faut avoir une coordination entre les diverses personnes qui sont en charge de cette question de la qualité de vie au travail. Et il faut un plan évolutif avec un suivi régulier. Ça fait partie de la méthodologie que nous avons sur les climats et sécurité psychologique. De temps en temps, c'est pas uniquement faire une évaluation des risques psychosociaux au sein de votre structure, mais faire une évaluation de l'impact des actions que vous mettez en place. Et si ça correspond aux besoins, et si ça correspond à la stratégie de votre organisation. Qu'est-ce qu'il faut éviter de ces initiatives, en tout cas organisationnelles, c'est le manque de conviction quand c'est pas porté par la direction ou quand c'est, comme vous disiez, c'est que lié sur le burn-out, c'est que lié sur le personne fragile, les RPS, c'est que sur le perso, ou de dire je l'ai fait parce que c'est la loi et ça m'oblige, ou les mesures qui sont superficielles, pas des traitements des causes profondes, uniquement pour traiter le symptôme et pas la cause racine.
Je vois aussi dans beaucoup d'entreprises qui ont énormément de belles initiatives, mais une stratégie de communication qui est inefficace. Ça doit être tout aussi important que les autres sections de prévention dans votre démarche de bien-être au travail, une communication descendante, ascendante, et que le terrain se sent écouté et pas uniquement grâce au CRP, que vous puissiez avoir d'autres canaux pour que les personnes puissent sentir que leur voix est entendue. Il y a aussi la nécessité d'avoir une population, en tout cas la population managériale qui soit formée, qui soit articulée. Comme je vous disais, si on a une démarche isolée, RH, QVCT, qui sont seuls aux manettes, par exemple, et c'est pas articulé avec d'autres personnes, le management, le terrain, vous allez faire beaucoup d'efforts avec très peu de retour d'investissement. Voilà un petit peu ce que j'avais dans les tuyaux pour pour partager avec vous. Il y a aussi, vous avez peut-être besoin de faire une évaluation des risques psychosociaux, mais c'est pas la seule lecture que vous avez pour pouvoir repérer, vous faire une première photo de votre entreprise. Vous avez des dispositifs que vous pouvez mettre en place au niveau primaire, secondaire, tertiaire. Dans les primaires, vous pouvez faire des études de faisabilité et d'impact humain des projets d'échangement, les décisions de gouvernance. Vous avez énormément d'indicateurs RH et autres pour vous faire, comme je vous disais, pour pouvoir prendre la température et mettre en place des sections, des enquêtes, les remontées de terrain, les indicateurs RH, turnover, absentéisme, accident au travail, mobilité, présentéisme aussi. Est-ce que vous avez déjà fait les comptes de combien de personnes ne prennent pas des vacances, par exemple? C'est pas uniquement les absences, c'est la présence, la surprésence aussi. Et je vous laisse effectivement là des exemples d'actions sur les 3 niveaux de prévention, sachant qu'il y a un niveau de prévention primordial dont on a discuté des exemples. Mais voilà. Est-ce que vous avez des remarques, des questions? Vous pouvez poser vos questions, micro ouvert, hein. N'hésitez pas. Qu'est-ce que vous en pensez aussi? Ça serait intéressant. On peut l'échanger entre nous. On peut avoir cet échange entre nous. Et pourquoi je ne vois plus? Est-ce que vous êtes d'accord? En quoi vous n'êtes pas d'accord ou pas? Est-ce que vous avez une autre opinion? Voilà, discutons sur les sujets avant d'aller manger. Quelques minutes. Je ne sais pas si on m'entend. Si. Je vais me permettre de prendre la parole juste pour poser une question. Moi, mon but en venant à cette, entre guillemets, formation, c'était justement de mettre en place une politique de RPS. Mais aujourd'hui, je ne sais pas par où commencer finalement. Même avec vos indicateurs, aujourd'hui, je me sens un peu perdue dans le sens où je ne sais pas par où commencer. Moi, je dirais par quoi commencer. Je dirais déjà me poser la question, quels sont les enjeux de mon organisation aujourd'hui qui peuvent avoir un impact ou pas sur le bien-être au travail. Où se trouve mon entreprise aujourd'hui? Est-ce qu'on est sur des enjeux de performance énormes? Est-ce qu'on est dans des enjeux de speak-up? Je me poserai déjà les premières questions sur l'ADN de mon organisation. Ensuite, ce que je ferai, c'est de me dire, de faire déjà un inventaire des actions existantes. Parce que même si vous n'avez pas en place peut-être aujourd'hui une politique définie de prévention des risques psychosociaux, peut-être que vous avez déjà des actions. Et cette approche primaire, secondaire et tertiaire, ça vous permet d'avoir un diagnostic de vos actions et dire est-ce qu'on a fait déjà une évaluation des risques psychosociaux, par exemple, de quelle manière on consulte les salariés, est-ce que les managers ont été formés ou pas, est-ce que nos protocoles, est-ce qu'il y a des protocoles d'alerte, par exemple, des traitements des risques psychosociaux? S'il y a quelqu'un qui lève la main et dit je vais pas bien, est-ce qu'on sait
comment agir et identifier les zones d'ombre que vous avez. Peut-être vous dites, bah, effectivement, j'ai pas tout à fait les protocoles écrits de que faire face à des remontées de risques psychosociaux. Peut-être on va travailler dessus. Ou on n'a jamais posé la question aux salariés sur leur bien-être au travail. Peut-être je vais commencer par faire une petite évaluation sur le bien-être au travail auprès de mon périmètre. Et c'est à partir de là que vous pouvez construire aussi votre stratégie. J'ai eu hier une entreprise qui m'a demandé, par exemple, elle s'est posé la question, elle s'est dit, aujourd'hui, nos enjeux, c'est l'absentéisme. Il y a énormément d'absence. Il y a pas mal de turnover. C'est une grande problématique pour nous. Avant de mettre construire une politique des risques de QVCT, une stratégie, il faut que je prenne le pouls, que je fasse un diagnostic quantitatif. Bon, il s'était beaucoup de personnes, je ne sais pas combien est vos périmètres. Ils sont 300 personnes. On va faire un diagnostic des risques psychosociaux et bien-être au travail, quantitatif et par le biais d'entretiens collectifs pour se faire la photo de ce qui se passe, construire un plan d'action et c'est à partir de là que je vais me plonger sur la question de la stratégie QVCT. Mais ce que je vais recommander, c'est déjà définir quel est mon modèle. Est-ce que vous allez utiliser les 3 niveaux de prévention et dire et inventorier les actions que j'ai déjà et est-ce que ça marche ou pas et est-ce que les salariés ont connaissance de toutes ces actions. C'est vrai que dans tout ce que vous dites, il faut quand même l'appui de la direction. Et ça, aujourd'hui, c'est quand même primordial. En tout cas, c'est important. C'est un facteur de succès, les sponsoring. J'ai eu des RH et des HSE qui m'ont dit, j'ai pas pour l'instant les sponsoring, j'ai pas. Ils sont très. Ils ont un peu peur de ces notions-là parce qu'on pense qu'on va créer des feux, des incendies. Donc, on a commencé plutôt par un diagnostic bien-être au travail. On a commencé par une approche plutôt positive. On va aller voir les zones d'amélioration et on va aller voir aussi ce qui va bien. Et à partir de là, on argumente auprès de la direction avec cette notion de performance et santé financière et de santé mentale qui vont de la main. Et on va petit à petit. Il y a des entreprises qui ont des rythmes très différents les unes des autres. Et des CODIR qui ont des rythmes très différents les uns des autres. Donc peut-être voir pour vous qu'est-ce qui peut être le premier pas. Le premier pas, oui, tout à fait, pour y rentrer. Ok, super. Merci beaucoup. Merci pour votre réponse. Avec plaisir. On a une question de Sandrine qui nous demande si on peut préciser la notion d'équipe action. Équipe action, ce sont des groupes de travail dans lesquels je peux vous donner une définition, mais à vous d'ajuster aussi, ça c'est très ouvert, c'est assez flexible. Mais l'idée de base d'une équipe action, c'est une équipe qui est conçue, ça peut être par exemple lors des organisations où il y a beaucoup de transversalité ou interdépendance entre les métiers. On fait une équipe projet dans laquelle ils travaillent eux-mêmes sur les enjeux préalablement identifiés. S'il y a un enjeu de transversalité, parce que je dois pas, par exemple, je dois dépendre de l'autre pour pouvoir faire mon travail, ou il y a un enjeu des process décisionnels qui sont assez longs, on n'avance pas, c'est assez consommateur de temps, on met en place une équipe projet pour mettre en place et faire vivre ces actions. Ils n'ont pas besoin d'être responsables du déploiement de ces actions. Il peut y avoir d'autres personnes qui sont responsables parce que ça leur appartient. Mais c'est une équipe qui conçoit et qui veille au déploiement des actions. Sur des pratiques de travail en tant que telles. Où je dirais, les éléments, où j'ai vu où ça a très très bien marché, ces équipes actions, c'est pluridisciplinaire, représentatif. Direction, management des proximités, RH, HSE, éventuellement service santé si ça dépend du sujet. Ça répond à ta question, Sandrine? On va dire que oui. Ok.
Oui, l'INRS a énormément d'outils et bien pré-mâchés pour entamer une démarche de prévention des risques. Encore une fois, je commencerai par réfléchir, faire une équipe action du coup, avec les différents interlocuteurs, genre RH, HSE, management de proximité. OK, on souhaite mettre en place une politique, une stratégie de prévention des risques. Qu'est-ce que vous en pensez? Par quoi on commence? Quel est le contexte de notre organisation pour pouvoir adapter cette stratégie? Je commencerai par le dialogue. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? De profiter de la présence de Valentina avec nous. Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Est-ce que Valentina voulait dire un dernier petit mot ou, Merci. Merci à vous. Merci pour cette opportunité. Et si vous avez davantage de questions, avec plaisir.